Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Clair de Lune. Ce soir, nous sommes avec un témoin de l'histoire contemporaine du Burkina Faso. Il est l'un des fondateurs du tout premier quotidien privé imprimé du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest francophone, qui s'appelait en son temps l'Observateur. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue chez le doyen Edouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur Palga. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous recevoir chez vous. Mais soyez les bienvenus. Merci bien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire de plus amples connaissances avec notre hôte du jour dans ce portrait réalisé par Bienvenue Tansan. Son livret de baptême indique qu'il est né le 12 octobre 1941. Dans la presse privée burkinabé, il est un doyen tout comme son journal L'Observateur, le premier journal d'Afrique de l'Ouest francophone créé le 28 mai 1973. Un canard né de l'envie de créer une tribune où tout le monde pouvait librement s'exprimer, quelle que soit son opinion. Permettre donc aux citoyens de se défendre lorsque leurs intérêts sont menacés. Littéraire de formation, Edouard Ouedraogo se lance dans cette aventure seulement 3 années après avoir tenu la craie, puisqu'il était professeur de français dans les lycées et collèges de Ouagadougou, pour dire que de la craie à la plume, il n'y a qu'un pas. À l'époque, il y avait seulement la radio, la télévision, le carrefour africain, mais qui étaient des organes d'État. L'Observateur va servir d'outil de communication, même à ceux qui vont porter la révolution d'août 1983. Puis viendra le désamour avec les nouvelles autorités, décidées à contrôler l'information et à museler toute voix dissonante. Contre vents et marées, l'Observateur poursuit son chemin jusqu'au 10 juin 1984, date à laquelle son imprimerie est ravagée par un incendie. Après une traversée du désert, le journal rouvre ses portes en 1991, soit 7 ans après le sinistre, mais sous une nouvelle appellation, l'Observateur Palga, qui s'impose aujourd'hui comme un média de référence au-delà de nos frontières. Directeur de publication de l'Observateur Palga et de l'Observateur Dimanche, Edouard Ouedraogo n'est pas que patron de presse. Sous la casquette d'acteur de la société civile, il est l'un des fondateurs et ancien président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social GERDES Burkina. Edouard Ouedraogo est titulaire d'une maîtrise en lettres modernes obtenue en 1969 à l'université de Dijon, en France. Monsieur Ouedraogo, vous venez de voir un portrait de vous qui ne dit pas certainement tout de vous. Qu'est-ce que vous avez ajouté? Oh, pas grand-chose, sauf que selon mon livret de baptême, je suis né le 12 octobre 1941, et alors que officiellement, j'ai 2 ans de moins. C'est toute une histoire que j'ai racontée dans mon second ouvrage, Heures et malheurs de la presse et la politique au Burkina Faso. Racontez-nous donc cette histoire. Comment est-ce que vous oui, êtes trouvé avec vous voyez, mon nom, Edouard, a quelque chose à voir avec ma date de naissance. Je suis né effectivement le 12 octobre et vous savez, nous faisions partie des toutes premières familles catholiques de notre pays. Et mon papa était catéchiste. Et la règle chez les pères blancs, les missionnaires qui ont évangélisé nos parents, c'était que quand un bébé naît, dans la mesure où immédiatement on pouvait disposer d'un prêtre, il fallait le baptiser. Le même jour s'il le faut, et si on ne peut pas, mais les jours qui suivent, parce que vous savez qu'à l'époque, la mortalité infantile vraiment était la chose la mieux partagée. Et les prêtres ne tenaient pas à ce que les petits chrétiens, les bébés chrétiens meurent sans avoir le baptême. Auquel cas, évidemment, s'ils meurent dans ces conditions-là, ils vont dans les limbes et non pas directement au paradis chez papa, bon Dieu. Donc, il fallait les baptiser automatiquement. Et moi, je suis né, par chance, à la maternité de Ouagadougou. Vous voyez, vous connaissez la maison du peuple. La maternité était implantée là-bas, quand je naissais. Et immédiatement, donc, il a fallu, même à pied, on m'a pris, et on a été baptisé le 13. Et dans le martyrologe catholique, le 13 octobre, c'était la Sainte-Édouard. On n'a pas cherché loin, on m'a donné ce nom, Édouard.
Vous êtes né donc en 43, enfin officiellement. Oui, oui. Mais donc, à quoi à Ouagadougou, à quoi ressemblait Ouagadougou en son temps? Oh, Ouagadougou, pas en 43, mais peut-être quand j'étais Oui, bien sûr, bien sûr. très jeune. Il y a un satiriste, un journaliste français qui s'appelait Petit Jules et qui aimait caricaturer les pays et les responsables africains. Et il avait trouvé un sobriquet pour Ouagadougou. Il avait dit que c'était la capitale du Banco. Effectivement, disons même que jusqu'à l'indépendance, Ouagadougou, c'était le tout Banco. À l'indépendance, qu'est-ce qu'il y avait de solide? Vraiment, à Ouagadougou, capitale de la Haute-Volta, il y avait là où se trouvent vos locaux, la radio-télévision, là où se trouve l'administration. C'était le premier cadastre. Nos parents l'appelaient ça Kadang. C'était la première administration. Le gouverneur avait ses bureaux là-bas avant qu'on ne construise là où se trouvent les primatures aujourd'hui. Donc il y avait ça. Il y avait la primature, il y avait la résidence du gouverneur qui est devenue la résidence du président de la République. Et puis, il n'y avait pas, si je cite de noms comme ça, il y avait un seul hôtel à Ouagadougou, le buffet hôtel. Et comme motif de carte postale pour aller un peu plus sortir de l'administration, c'était la cathédrale de Ouagadougou, avec ces plaquettes rouges-là qui jusqu'à présent lui conservent une jeunesse éternelle. Sinon, il n'y avait rien à Ouagadougou. Alors, en ce moment, tout le monde ne partait pas à l'école, mais vous avez eu la chance d'aller à l'école. Comment est-ce que vous Mais êtes j'ai failli ne pas aller à l'école, justement, parce que l'année où on nous a appelés, ceux de mon âge, c'était en 48-49. Il s'est trouvé que ma famille était dans une situation difficile. Notamment, notre maman s'est retrouvée seule pour des raisons longues à expliciter ici. Elle s'est retrouvée seule avec 4 garçons, dont 2 étaient mes grands frères qui étaient déjà à l'école. Qui pisait cette année-là, elle a été foudroyée par un mal plantaire, un mal perforant au pied, qui l'a tenue clouée à sa natte pendant 5 mois. Elle ne pouvait pas se lever, même pour remuer le dos. Donc, ce n'était pas possible vraiment d'envoyer le petit Édouard à l'école. Donc, moi, j'ai sauté 1 année, 2 années. Et donc, par la suite, surtout que j'avais un acte de naissance précis, si j'allais à l'école, ce n'était pas possible. J'étais âgé pour l'époque. Mais comme cela se faisait, on rabotait les âges. Et le destin existe. Il a mis sur mon chemin une grande âme, M. Mathias Sorgo, qui était les grands instituteurs de l'époque. Il a suggéré à mes parents, mais écoutez, moi je vois l'enfant là, non, ce serait une pète. Non, non, non. Vous le rajeunissez de 2 ans et vous me l'amenez à la rentrée, à l'école sud. C'est moi qui vais ouvrir là-bas comme directeur. Et c'est ce qui a été fait. À l'époque d'ailleurs, bon, ceux qui allaient à l'âge exact, ils n'étaient pas nombreux. Vous rentrez donc à l'école sud Oui. de Ouagadougou. Quel souvenir gardez-vous de cette école-là? Par exemple, le premier jour à l'école? Mais d'abord, il a fallu marcher à pied de Noncin, c'est-à-dire, disons, Colonaba, jusqu'à l'école sud. Et c'était notre trajet quotidien. L'école sud qui était située à quel niveau? Actuellement, bon, à la sortie sud de Ouagadougou, on l'appelait aussi l'école Tamsin, ou bien l'école Nabraga. Vous connaissez la maternité Nabraga, là, qui est toujours là. C'était à côté. L'école est toujours là. Les mêmes bâtiments qui ont été construits en 1951. En 1958, vous partez à Ouayouguia. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez à Ouayouguia? Non, mais je suis allé là-bas pour faire le secondaire, notamment le cours normal. Et c'était pour la formation des instituteurs, sauf que ceux qui avaient quand même de bons résultats étaient admis à passer ce qu'on appelait l'école normale supérieure. Bon, moi j'ai fait le concours, j'ai été admis avec un certain nombre de gens, dont il y a au moins un qui reste avec moi en souvenir, c'est Yobi Bourema. Lui, il est toujours là. Et nous sommes allés à l'école fédérale de Dabou, en Côte d'Ivoire, où nous avons fait la seconde. Après, on nous a ramenés à Ouagadougou ici pour ouvrir l'école normale de Ouagadougou. Le lycée Borodougou aujourd'hui.
Et à Wayugia, c'était comment en son temps? Bon, Wayugia, nous étions très fiers de notre établissement parce que nous étions quand même appelés à devenir des enseignants, donc des éducateurs. La discipline était là. Nous étions tous les dimanches, enfin, nous sortions tout de blanc vêtus. Bon, les gens nous enviaient. Bon, on avait la plupart des éducateurs, c'était des Français. Mais contrairement à ce que les gens disent, moi j'ai gardé un très bon souvenir de ces gens-là parce que c'était des gens consciencieux qui faisaient très bien leur travail. Dans cette région, à Wayugia, il y a eu l'indépendance, je crois. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment de la vie, disons, politique du Burkina Faso? Bon, disons que nous étions très jeunes, nous ne comprenions pas tellement bien les choses, mais paradoxalement, nous avons, en 1958, nous avons distribué sous la direction de certains hommes politiques, nous avions distribué le oui au référendum. Et après, on nous a dit que la Guinée a voté non et est devenue indépendante. Et il y a une espèce de bonnet là qui est sorti, qu'on appelait bonnet Sékou Touré. Nous nous sommes mis inconsciemment tous à porter le bonnet Sékou Touré. Et 2 ans après, pour des raisons vraiment de géopolitique mondiale, le général de Gaulle a décidé d'octroyer l'indépendance à toutes les anciennes colonies pour éviter ce qui s'est passé au Vietnam, ce qui était en train de se passer en Algérie. Il savait qu'un jour ou l'autre, nos pays aussi allaient réclamer l'indépendance, fût-ce même par la guerre. Bon, il a dévancé les choses. Voilà justement les hommes qui savent anticiper. Il a dévancé les choses et il nous a octroyé l'indépendance. Donc je ne peux pas dire qu'au Burkina, nous avons vu venir l'indépendance. Ça, c'est pas... Et qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien quand on vous a dit désormais, enfin la Haute-Volta en son temps est indépendante? Qu'est-ce que ça a changé? Je ne suis pas sûr que ça ait changé qualitativement notre situation. Nous qui étions par exemple des normaliens au temps de la coloniale, nous avions 200 francs par mois en tant qu'élève instituteur. 200 francs à l'époque, attention, c'était beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui économisaient les 200 francs par mois là pour envoyer à leurs parents au village. Mais quand on a pris l'indépendance, eh bien, les premières difficultés sont venues. Et on a commencé à... La première année, on a réduit de moitié. Et la deuxième année, bon, c'était fini. Sinon, on nous donnait 200 francs par mois. Et à la fin de l'année, pour les vacances, on donnait à chacun 6 000 francs. Imaginez-vous. Avec ces 6 000 francs-là, ma sixième, je me suis acheté un vélo. Après, vous rentrez dans l'université, ça s'appelait en son temps Centre d'études supérieures de Ouagadougou. Oui, oui. J'imagine que c'est l'université de Ouagadougou. C'était l'embryon de l'université de Ouagadougou. C'était avec comment en son Madame Janero comme directrice. C'était comment en son temps? Non, c'est là aussi, quand on est passé à l'école normale, on a eu le bac, la série D. À l'époque, ça s'appelait sciences expérimentales. Et bon, on a décidé que ceux qui avaient quand même le bac, on allait nous reverser à l'école normale supérieure pour nous préparer à prendre la relève des enseignants, des coopérants. Et donc, on voulait faire dans un premier temps de nous des professeurs de CG. Et mais nous dépendions de l'université d'Abidjan. Et ne voilà-t-il pas que quand on a donné le sujet du certificat d'études littéraires générales, la propédeutique à l'époque, c'est les mêmes sujets qu'à l'université de Ouagadougou, paradoxalement, nous qui étions à Ouagadougou, nous avons pulvérisé les records de l'université d'Abidjan. Presque tous, nous étions admis. Et les gens se sont dit, écoutez, on ne va pas les bloquer. Il faut les laisser continuer. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Certains en France, d'autres à Abidjan. Et moi, je suis parti à Dakar.
Après, vous revenez au Burkina pour commencer votre carrière professionnelle avec l'enseignement, comme professeur de lycée et collège. Que retenez-vous de cette période d'enseignement? Je crois que l'enseignement, c'est un métier à la fois ingrat et un métier à la fois noble. Ingrat parce qu'on souffre et on n'est pas, que ce soit du point de vue du traitement, que ce soit du point de vue des conditions de travail et souvent même des conditions sociales d'une manière générale, la considération et autres, on n'est pas bien payé. Mais ça reste aussi quelque chose. Quand je pense que jusqu'aujourd'hui encore, bien que je n'ai fait que 3 années d'enseignement, avec mes anciens élèves, quand je les revois et quand ils me revoient, il y a comme une espèce de... Il y a des liens presque mystiques qui me relient à tout ce monde-là. Et je ne suis pas le seul à éprouver, à avoir ce sentiment de joie. Tous ceux qui sont passés dans l'enseignement, ne serait-ce que pour ça, sont réconfortés d'avoir enseigné. Parallèlement à cette carrière d'enseignant, vous vous intéressez au journalisme. Pourquoi cet intérêt pour le journalisme, d'autant plus que vous avez déjà un emploi? Oui, parce que quand nous étions à l'université, à Dakar comme à Dijon, nos professeurs nous incitaient, surtout nous les littéraires et les juristes, nous incitaient à lire des journaux de référence comme Le Monde. Dans Le Monde, pour les juristes, il y avait les grands doyens comme Vedel, Maurice Duverger, qui animaient des chroniques qui avaient vraiment une valeur pédagogique pour les juristes. Pour nous autres, c'était les chroniques hebdomadaires de Pierre-Henri Simon, qui était un grand académicien. Et pour ceux vraiment nous qui n'étions pas très bien initiés à la rédaction, à la dissertation littéraire, surtout quand nous sommes arrivés nouvellement à l'université, on nous disait il faut lire ces journaux-là pour vous familiariser à la dissertation littéraire au niveau universitaire. Et bon, donc, on s'est mis à acheter régulièrement Le Monde. Il y a le fait aussi que j'avais j'étais un peu dans l'activisme estudiantin, je militais à l'AIVO, c'est nous qui l'avons créé ici. Ensuite, quand je suis allé à Dakar, j'ai été même secrétaire général de l'ASV. Pour ma culture, mon armement politique, je lisais assez régulièrement des journaux comme Jeune Afrique ou alors Le Nouvel Observateur en France. Donc vraiment, naturellement, bon, j'avais une certaine prédilection pour le journalisme, surtout le journalisme écrit. D'accord. En 1973, vous cofondez avec certainement des amis l'Observateur en son temps. Qu'est-ce qui vous a poussé donc, bon, au-delà de cet intérêt, qu'est-ce qui vous a poussé à franchir donc ces caps? C'est avec mon grand frère, Martial, qui a été le tout premier. Il était le tout premier docteur en sciences éco de notre pays, mais il a été aussi le premier industriel local avec une manufacture d'allumettes, la charrette à traction asinienne, la peinture, etc., etc. Donc, c'est lui qui a financé, c'est lui qui avait les moyens. Vous savez que pour créer un journal, même un journal approximativement professionnel, il faut de l'argent. C'est lui qui a financé, et lui il a donné les moyens financiers, et moi j'ai donné ce qu'on appelle les moyens industriels, les moyens intellectuels. Donc un capital en industrie. Et nous avons lancé le journal en 1973. Les premiers pas de ce journal, c'était comment? Le premier tirage, par exemple, ça s'est passé comment? Nous avons tiré, le premier tirage, c'était à 500 exemplaires, vendus à 25 francs. Mais nous n'avons pas pu tout écouler. Alors que nous misions, on disait que non, on tirerait 5000 par jour. Et puis, s'il le faut même, on recommencerait.
on est tombé vite de nos illusions. Malgré tout, vous avez continué quand même. Pourquoi? On a continué parce que nous avons compris aussi que nous avions créé un espace de liberté pour tout le monde. Et tout le monde, en tout cas, on peut dire que ce soit ceux qui achetaient le journal ou ceux qui ne l'achetaient pas, ceux qui le lisaient ou ceux qui ne le lisaient pas, c'était devenu quand même, sur le plan en tout cas de l'espace de liberté, c'était devenu le chouchou de l'intelligentsia voltaïque. Qu'est-ce qui intéressait le public en son temps? Quel type d'informations il recherchait quand il lisait par exemple, l'Observateur? Comme vous avez énuméré tout à l'heure, il y avait un certain nombre d'organes, mais c'était des organes d'État. Et bon, les organes d'État, à l'époque, ce n'est pas le citoyen d'aujourd'hui. C'était des organes qui avaient quand même une ligne éditoriale dirigée d'en haut. Alors qu'à l'Observateur, tout le monde, tous ceux qui avaient quelque chose à dire, quelle que soit l'idée, pourvu que ça ne tombe pas sous le coup de la loi, ben nous étions là et on publiait. Nous avons même publié des idées que nous ne partagions pas, notamment les idées jusqu'au boutiste révolutionnaires, les notions de république démocratique et populaire, la lutte, la chose contre l'impérialisme et ses valets locaux, la bourgeoisie comprador, ben, tout ça, ça sortait dans nos journaux et on publiait. Le doyen Edouard Ouédraogo, pour moi, est plus un père qu'un patron d'entreprise de presse. Mais il se comporte comme un père de famille, plutôt donc comme un patron intransigeant qui est beaucoup plus mu par le profit. Je le dis parce que nous, au niveau de l'UCAP Burkina, nous avons la chance de l'avoir comme cofondateur de notre structure nationale, à savoir l'UCAP, avec la sœur Jeannette Tremblay, l'abbé Dieudonné Kalmoro, paix à leurs âmes. C'est eux qui ont fondé donc l'UCAP Burkina. Et depuis lors, nous sommes sous sa protection. Et c'est pour cela que je dis, au-delà d'être un patron d'entreprise de presse, Edouard Ouédraogo est beaucoup plus un père pour nous. Oui, le doyen Edouard Ouédraogo, pour ceux qui ont eu la chance de le côtoyer ou en tout cas le suivre dans beaucoup d'activités parce qu'il est très engagé dans divers domaines, c'est l'enseignant devenu journaliste et qui est très, très cultivé. Un monsieur méthodique, un monsieur rigoureux. Et là où il est intéressant de parler de sa rigueur, c'est qu'il ne demande pas la rigueur à ses collaborateurs tout simplement. Il se l'applique d'abord. Il applique cette rigueur à sa propre personne avant de l'exiger de ses collaborateurs. Et c'est un patron qui sait féliciter son agent quand il fait bien. C'est le père de famille qui sait faire des remarques gentilles, mais profondes à son enfant quand il est en erreur. Et cela lui permet de courir. Même sur le plan vestimentaire, quand vous n'êtes pas en phase avec, j'allais dire, la dextérité de l'habillement pour aller à un reportage, il peut te dire, ben, tu aurais dû faire ci, faire ça, parce que. En somme, c'est ce monsieur très humble, cultivé et méthodique et surtout rigoureux que nous côtoyons jusqu'aujourd'hui et nous prions Dieu qu'il connaisse encore des jours et des jours, des années et des années. Quelle réaction au propos d'Alexandre le Grand? Eh bien, des propos très dithyrambiques. Je ne suis pas sûr de tout mériter. Bon, en tout cas, c'est son point de vue. Je suis flatté. Bon, je suis content qu'il apprécie ce que j'ai pu, à mon modeste niveau, poser comme acte, surtout concernant l'Union catholique africaine de la presse, parce qu'effectivement, il y a eu un moment où il fallait que je fasse un certain nombre de choses pour défendre l'UCAP, puisque c'est une association qui appartient à une grande fédération mondiale et pour y participer,
ça demandait en tout cas régulièrement une certaine contribution financière. Bon, moi, j'ai eu la chance qu'en son temps, je pouvais effectivement pourvoir à cela pour que justement l'UCAP survive. Et c'est grâce à tout ça que justement, quand on parle de l'UCAP au niveau de l'Afrique, le Burkina est cité en exemple, à commencer par celui qui vient de parler. Revenons un peu à votre carrière de journaliste d'abord. Dans vos propos, vous aviez commencé à publier des articles révolutionnaires. En même temps, la révolution est arrivée au Burkina. Est-ce que vous avez vu la révolution arriver, justement? Vous savez, quand quelque chose survient, il y a maintenant les prophètes qui disent oui, on a vu venir, on savait que, etc., etc. On ne peut pas dire qu'on a vu venir la révolution comme ça, mais quand on analysait quand même un peu, on savait aussi, à un moment donné, quand on a suivi l'évolution de la Haute-Volta, que c'était une probabilité. Parce que nous avons connu le régime du parti unique sous Maurice Yamero. Ensuite, on a connu un régime militaire. On a connu un régime pluraliste. Imaginez-vous que nous étions même en avance sur un pays qui est toujours premier, comme le Sénégal. Mais nous avons été les premiers à avoir un régime pluraliste, dont le président sortant a été ballotté en 1978. Donc nous avons connu tout ça. Mais les gens étaient toujours en attente de quelque chose. Ils disaient non, il n'y a pas d'option claire. Et il y en a même qui allaient jusqu'à dire, mais surtout quand il y a eu les Rawlings là au Ghana, que non mais c'est ça aussi qu'il faut au Burkina Faso, etc. etc. Bon, et effectivement, il y a eu d'abord un général au pouvoir, ensuite il y a eu un colonel, ensuite un commandant, ensuite justement on descendait les capitaines, et les capitaines étaient plus jeunes. Eux, ils n'ont pas fait les choses, le circuit des autres là. Ils ont fait l'université. Il y en a qui étaient à Strasbourg et qui militaient avec la fédération même, la FEANF. Donc ils étaient déjà marxisés. C'était sûr que si un jour ces gens-là prenaient le pouvoir, il n'y avait pas de problème. Ça ne pouvait pas être un régime autre que ce que nous avons connu sous Thomas Sankara. Vous avez fait l'objet, en tout cas, des critiques acerbes de certains révolutionnaires. Qu'est-ce que vous reprochez en son temps? Non, moi je ne reprochais absolument rien à la révolution, mais je ne suis non, pas révolutionnaire. Pas vous. Qu'est-ce que les révolutionnaires vous avec comme reproche? Non, c'était pas un problème personnel, c'était un problème idéologique. Sinon, ils ont tous bénéficié, profité du journal. Mais imaginez-vous que Thomas Sankara a été notre dépositaire à sa demande, à Pau. Parce qu'il voulait que le journal vienne là-bas, parce que eux, ses amis avaient déjà commencé à écrire. Et ils savaient quel parti ils pouvaient tirer de ce journal-là. Mais quand ils sont parvenus au pouvoir, si vous avez une formation, un temps soit peu, enfin, vous connaissez la dialectique marxiste, pour eux, l'observateur avait fini de jouer son rôle historique. C'est-à-dire que pendant longtemps, nous avons été ce que Lénine a appelé les idiots utiles ou les compagnons de route. On les utilise, sont compagnons de route, on est d'accord. Mais une fois qu'on a fini d'en tirer le parti qu'il faut, il faut s'en débarrasser. Voilà le problème. Mais il n'avait absolument rien contre moi. Et je peux dire que pendant la Révolution, même après l'incendie du journal, je n'ai pas fait l'objet de la moindre voie de fait, de critique comme ça, acerbe. Non, jamais. Donc c'était un problème idéologique. On n'avait plus besoin d'un journal comme l'Observateur. Et si on le laissait vivre sous la Révolution, ça n'allait pas être facile parce que les gens allaient utiliser l'Observateur comme une voie, une soupape de sécurité. Ils n'avaient pas besoin de ça. Et l'incendie du journal a eu lieu le 10 septembre, le 10 juin. Et c'est le lendemain 11 que les premières exécutions capitales ont eu lieu pour raisons politiques. Parce que dans le numéro qui a précédé
le numéro du 8 juin, nous avons annoncé qu'on a arrêté des gens pour accuser de complot. Et que nous allions y revenir dans nos prochaines éditions. Ah, je crois que nous avons nous-mêmes par là signé notre arrêt de mort. Il fallait nous utiliser les moyens les plus radicaux pour empêcher ce journal-là de continuer de paraître. Vous l'avez évoqué, donc, l'incendie de ce journal. Oui. Alors, comment est-ce que vous l'avez vécu? Bon, il y a eu ce qu'on peut appeler un phénomène de sidération. Vous savez, quand certaines choses dépassent votre entendement, c'est d'abord la sidération. Mais en tout cas, le jour où, le lendemain de l'incendie, il y a eu comme une espèce de froid à travers toute la ville de Ouagadougou. Les gens chuchotaient. Il paraît qu'on a brûlé le journal là, il paraît qu'on a brûlé le journal. Parce que le journal était devenu le symbole de la liberté. Voilà. Et les gens, beaucoup de gens ont défilé au journal pour voir de visu. Pas tout le monde, bien sûr. Mais je dois quand même rendre hommage à un révolutionnaire qui était un ami pour moi. Nous ne nous entendions pas sur le plan idéologique, mais chacun, on se respectait. C'est Basile Guissou. Il était ministre dans le système de Sankara. Mais il est venu quand même le 11 juin là pour voir ce qui s'est passé. Alors, vous auriez pu abandonner, comme je disais, mais vous avez quand même continué, vous avez relancé le journal. Où est-ce que vous avez trouvé des ressources pour continuer malgré tout? Bon, d'abord, pour moi, le journal avait été incendié, mais il n'y a pas eu un acte qui l'interdisait. Donc, je me suis dit, le jour où on aura les moyens, on devrait théoriquement pouvoir reprendre. Et je ne peux pas dire que j'étais prophète, mais j'ai quand même une certaine culture politique et idéologique qui me donnait la conviction que la révolution vivrait 3 ans au minimum et 5 ans au maximum. Vous êtes un ami fidèle et vous laissez également dans vos convictions. C'est ce que pense Isiaka Lengani, un de vos amis que nous avons rencontré quand on préparait cette émission. Je vous propose de l'écouter. Edouard Ouedraogo, c'est mon doyen. Sur le plan professionnel, cela s'entend, et même en dehors. C'est le doyen parce qu'il inspire confiance. Et c'est celui vers lequel aussi on se retourne dans les moments de difficulté pour avoir le regard qui l'assure, pour avoir le petit mot qui vous donne le courage, pour avoir la certitude qu'on est sur la bonne voie ou en tout cas qu'on peut et faire mieux que ce qu'on fait actuellement. C'est en même temps aussi un ami. Un ami, ça veut dire quelqu'un qui est très proche de vous, qui sent, lorsqu'il vous sent en difficulté, n'hésite pas un seul instant à se sacrifier lui-même pour venir en aide. Un ami aussi, c'est quelqu'un qui est capable de vous dire la vérité. Je voudrais dire merci. Merci pour tout ce qu'il nous a appris. C'est notre président, je ne peux pas ne pas le dire, il a été notre président pendant très longtemps à l'Union internationale de la presse francophone. Il a été aussi un grand artisan de la CEP, qu'il a bâti de sa main avant de la laisser à Norbert Zongo, qui par la suite l'a passé à Boubacar Diallo de Gigi, ensuite, etc. Donc, pour lui dire merci pour tout ça et lui dire que je n'oublie pas nos petites discussions interminables et je souhaite pouvoir moi aussi un jour rendre l'appareil à d'autres petits frères, à d'autres qui vont venir dans le métier. Avec le recul, quel regard portez-vous sur l'évolution du journalisme au Burkina, la pratique journalistique au Burkina? Bon, aujourd'hui, il est plus facile de faire le métier de journaliste. Parce que, à notre temps, de par le passé, c'était difficile. Même l'accès aux sources, surtout nationales comme internationales. Aujourd'hui, il suffit simplement que vous sachiez, vous ayez le mot-clé et vous allez être inondé d'informations. Vous allez être inondé d'images.
Alors que nous étions obligés de nous abonner à l'agence France Presse pour avoir des photos qui venaient souvent avec une semaine de retard. Aujourd'hui, tout ça, c'est à portée de main. Mais aujourd'hui aussi, les réseaux sociaux sont venus. Les réseaux sociaux sont venus et tout le monde est devenu journaliste. Nous n'avons plus le monopole de l'information, surtout la presse papier, dont l'avenir est vraiment en pointillé et un avenir qui va être au centre même du colloque que nous entendons organiser pour notre 50e anniversaire que nous allons célébrer bientôt. Donc, le métier est devenu plus facile, mais comme tout le monde est devenu journaliste et que les journalistes professionnels, malgré leur professionnalisme, n'ont plus le monopole de l'information, les lendemains sont incertains. Je croyais que nous étions, surtout nous, journaux papier, que c'est nous qui étions vraiment menacés, mais il semble que même vous, audiovisuel, vous avez les mêmes problèmes. Et votre ministre m'a expliqué un peu, il m'a donné l'exemple de ces followers-là qui ramassent toute la manne publicitaire et qui ne payent absolument rien. Et ça fait autant de manque à gagner pour les télévisions. Donc, l'avenir, en tout cas, mérite qu'aussi on s'asseye et qu'on discute. Il y a à espérer ou à craindre, comme vous le dites, pour l'avenir de la pratique journalistique? Bon, il ne faut désespérer de rien. Il y a un de nos grands agenciers, M. Jean Miot, un très grand responsable de l'agence France Presse, qui aimait dire « le dernier mot reviendra à l'écrit ». Donc, je préfère reprendre lui emprunter son mot en disant que quoi qu'il en coûte, le dernier mot reviendra à l'écrit. Donc, le dernier mot reviendra au journalisme professionnel. Vous êtes également actif, sinon vous étiez également actif dans le milieu de la société civile. Vous êtes fondateur notamment de GRDS, on en parlait dans le portrait, les groupes d'études et de recherche sur la démocratie, le développement économique et social. Vous n'avez pas l'impression que le Burkina recule, enfin, ou tourne en rond sur cette thématique-là, notamment la démocratie et le développement? Ça fait partie de... Nous avons connu tout dans ce pays-là. Nous avons connu tout, le pire comme le meilleur. Bon, espérons que, malgré tout ce que nous connaissons aujourd'hui, l'insécurité, et nous savons tous que quand il y a un temps de guerre, la sérénité ne peut pas être toujours au beau fixe, ni du côté de ceux qui font l'information, ni du côté de ceux qui sont débuteurs de nos droits, c'est-à-dire les pouvoirs publics. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut que nous trouvions vraiment un modus vivendi pour que finalement nous ne perdions pas, en plus de la sécurité que nous sommes en train dont nous sommes en train de déplorer le dépérissement, il ne faut pas que nous perdions aussi la seule liberté qui fonde même les autres libertés, c'est-à-dire la liberté d'expression. Alors, quel regard portez-vous justement sur l'évolution politique au Burkina, vous qui avez vécu toutes ces périodes, révolution, démocratie et autres? Non, ben bon, nous avons connu, comme je dis, le meilleur et le pire. C'est sûr que quand il y a eu le ballottage de la Misana, c'était vraiment quelque chose de magique. Bon, il y en a qui pensent que le régime de Thomas Sankara, c'était quelque chose de magique. Moi, ce que je reproche au régime de Thomas Sankara, c'est le premier homme politique, charismatique, vraiment au sens noble du terme de notre histoire. Des gens comme lui là, on en fait peut-être tous les demi-siècles. Malheureusement, moi ce que je lui reproche, c'est de n'avoir pas su mettre ce charisme-là pour drainer
nous tous. Parce que nous avons été les premiers sankaristes quand il a fait son exploit lors de la malheureuse guerre du Mali là. Nous étions là, on le soutenait. Et quand il est venu au pouvoir, moi, je pense que s'il avait mis vraiment son charisme là, pour drainer tous les Burkinabés, pour une politique, une révolution vraiment nationale, pas une révolution sociale. Bon, je ne vais pas entrer dans les nuances trop compliquées, mais une révolution nationale là, c'est une révolution qui allait drainer tout le monde. Pas de bourgeois, même les bourgeois là, mais il faut les encourager pour combattre la bourgeoisie étrangère qui est là. Il fallait dire, encourager les Kanazuela, encourager les Martial, les Edouard Nyamero qui étaient là, pour qu'ils sortent de grands capitalistes. Parce que c'est ça là, créer la richesse d'abord, avant de penser à la partager. Lui, il est venu, il s'est laissé prendre par les marxistes. On a voulu faire la révolution sociale dans un pays qui, en termes même marxistes, n'avait pas atteint le sommet de la révolution prolétarienne. Est-ce qu'il y avait des prolétaires au Burkina Faso? Les prolétaires, là, c'était quoi? C'était les commis, les fonctionnaires. Il n'y avait pas une industrie qui sécrétait vraiment un prolétariat conséquent, comme cela se passait en Angleterre au temps où Marx écrivait son manifeste du Parti communiste. Edouard Ouédraogo, je l'ai connu, c'est un grand monsieur. C'est un monsieur, un catholique pratiquant. Il a une fibre familiale assez poussée. Il a une fibre familiale. Il aime bien son pays. Il est vraiment patriote. Et il a une culture générale assez vaste. La mairie de Ouaga avait pris sur elle de baptiser les rues. C'était dans le quartier Ouaga 2000. On lui a demandé s'il était intéressé pour qu'une rue porte son nom. Il est venu nous réunir, il était contre. Parce que pour lui, il estime qu'un homme de son vivant ne doit pas donner son nom à une rue ou quelque chose de ce genre. Mais beaucoup ont pris. Mais lui, jusqu'à présent, il n'a pas eu de rue à son nom. Voilà. C'était sous Simon Compaoré. Pour vous dire que vraiment, c'est un grand homme. Ils sont nombreux qui allaient courir pour aller prendre voilà. Une rue à votre nom, c'est vraiment un grand hommage. Mais il a refusé. On s'est réunis, on a tenté de comprendre et on l'a compris. Quand il a dit que vraiment lui, il était contre ça, parce qu'on ne peut pas célébrer quelqu'un de cette façon, de son vivant. Il fête ses 50 ans de son journal. Je peux lui souhaiter qu'une bonne santé. Parce qu'Edouard Ouédraogo, je pense qu'il doit avoir autour de 82 ans. 82 ans, ce n'est pas donné à beaucoup d'êtres humains de fêter ses 82 ans. Mais Edouard Ouédraogo fête ses 82 ans cette année. Et je lui souhaite encore une vie de santé, une vie pleine, une vie faite de bonheur. Réaction par rapport à ces propos de je me tourne vers ma chère moitié pour lui dire, tu vois, toi tu doutes, tu dis que je suis un catholique tiède, tu vois. Hein. Non, mais bon, effectivement, bon, cette histoire de... C'est une question de conviction. Ce qu'il a retracé, effectivement, lui aussi, je le remercie pour son honnêteté. Je leur en ai parlé et j'ai dit, pour moi, je dis il y a des hommes exceptionnels. Quand Houphouët-Boigny ait eu de son vivant un pont, moi je peux comprendre. Mais vous savez que De Gaulle, lui, il avait toujours refusé de son vivant. Bon, moi j'estime que quand on me proposait ça, j'avais quel âge? Je pouvais encore même faire des bêtises dans ces rues-là. Donc, moi, j'estime que vraiment, ça. Quand on donne votre nom à une rue, c'est comme une espèce d'apothéose, au sens où les Romains l'entendaient. Quand quelqu'un qui a vécu, qui a été couvert de lauriers, etc., on célèbre son apothéose à sa mort. On peut lui faire dresser des arcs de triomphe, etc., parce qu'il est parti. Et qu'il ne peut plus revenir en arrière dans la même rue où
on l'a canonisé là. Il peut même faire un accident, ou bien on peut le surprendre à faire certaines choses indélicates. Non, vraiment, c'est mon point de vue. Avec Simon, on ne s'est jamais entendu, mais jusqu'à présent, je continue de croire que c'est comme ça. Vous parlez également de votre moitié. On va parler justement maintenant en famille. Comment est-ce que vous avez rencontré madame? Racontez-nous. C'était à l'école normale. Ça s'est passé comment? Ah ben là, vous savez, hein, si vous avez lu La gare de Michard, il y a entre l'amitié, entre la Boétie et Montaigne, on a résumé ça d'une formule elliptique, mais qui en dit long. Elle a dit parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc je peux dire parce que c'était elle, parce que c'était moi. Bon, c'est difficile la chose. Tout est dit là, dans cette formule-là. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Mais non, bon, mais allez voir La gare de Michard. On va continuer en débat. En son temps, comme actuellement il y a Facebook, il y a WhatsApp, on se rencontre, voilà, on peut se parler pendant longtemps avant de se rencontrer. En son temps, comment est-ce que les rencontres se font? Non, mais bon, c'était les choses sur les bancs scolaires ou dans les mouvements aussi, ceux qui faisaient la GEC, ceux qui faisaient le scoutisme. Et puis bon, elles étaient à l'école normale, mais elles dormaient au cours normal, chez Madame Ki. Et puis, bon, ben, il y a des affinités comme ça. Elle était avec sa copine. Moi aussi, j'étais avec un ami qui, heureusement, est encore là. Et peut-être m'écoute. Je le salue. Ado Théodore, Traoré Ado Théodore. Nous, on les accompagnait comme ça. Et puis, à l'occasion des kermesses, de certaines manifestations, les jeunes filles brodaient des mouchoirs avec des motifs et des couleurs qui étaient autant de codes qu'ils donnaient à leurs petits amis. Et c'était comme ça. Bon. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. On ne sait pas, les filles ne savent même plus broder. Alors que, bon, ben, à notre époque, là, c'était comme ça. On brode, toi aussi, tu prends, tu gardes précieusement. Et puis, si tu as les moyens d'acheter, ou si elle a les moyens, elle achète le parfum bourgeois, là, elle l'asperge, tu mets dans ta poche et puis tu sors. On sait le journalisme très prenant. Est-ce que vous avez encore du temps pour s'occuper, par exemple, d'une famille comme ça? Bon, en tout cas, c'est l'occasion pour moi de remercier mon épouse, mes enfants, parce que effectivement, du fait de mon métier, j'ai pu être souvent absent. Peut-être même, ils ont été tous compréhensifs. Peut-être même que j'en ai abusé. Mais en tout cas, ce n'est pas facile. Il y a des moments, surtout au tout début, il y a des moments où finalement, j'étais encore jeune, hein, mais je ne rentrais pas avant 3 heures du matin. Alors, pendant ce temps-là, madame, avant d'avoir chose, est restée seule à la maison. Donc, effectivement, bon, c'est un métier qui a tout ça, qui a tous ces corollaires-là et qui demande, quand dans le couple règne la concorde et surtout la confiance. En tout cas, apparemment, les enfants ne se plaignent pas. Nous avons rencontré Ariane Ouedraogo quand on préparait cette émission. Écoutez ce qu'elle en pense. Je parle même au nom de mes frères et moi-même, on a eu un père formidable. Franchement, nous rendons gloire à Dieu pour sa vie. Ça fait 81 ans qu'il est sur terre, c'est une grâce énorme. C'est une personne extrêmement généreuse. Ça, n'importe qui pourra vous le dire. C'est quelqu'un de très cultivé. C'est quelqu'un qui a le sens vraiment de donner, d'apporter, de partager son savoir. C'est quelqu'un de très sage, extrêmement sage, qui vraiment on peut trouver conseil auprès de lui, quel que soit le problème auquel on fait face. Franchement, il est très disposé à aider. On a eu une éducation, on va dire, entre le strict et quand même la modernité.
parce que, bon, eux, ils font partie de la 2e ou 3e génération, vraiment à avoir fait les études supérieures, à avoir côtoyé d'autres cultures. Donc, nous, on a bénéficié de ça également dans notre éducation, bon, qui s'est faite effectivement en duo avec notre maman qui, elle aussi, est de l'enseignement et ils voyaient les choses de la même façon. Donc, c'est comme ça qu'on a, mes frères et moi, été portés, été éduqués dans le sens de l'excellence. Vraiment dans le sens de l'excellence, il fallait être les meilleurs et il fallait que chacun d'entre nous puisse trouver son chemin et s'en sortir seul dans la vie, en dehors de ce que les parents pourraient faire pour nous. Franchement, encore une fois, nous rendons gloire à Dieu pour sa vie. Nous demandons qu'il ait une bonne santé, qu'il ait encore longue vie pour voir ses arrière-petits-enfants. Et nous l'aimons de tout notre cœur. Quel commentaire après les propos de Ariane? Bon, évidemment, je suis touché, très sensible. J'avoue vraiment que, à mon tour, je peux vraiment dire que j'ai eu la chance. Parce que vous savez, il y a un proverbe chez nous que les traditionnels aiment dire, quand vous avez eu la chance d'avoir des enfants obéissants, qui ne font pas des frasques, vous vous bombez le torse et vous croyez que c'est vous seul qui savez éduquer. Non? Peut-être vous pouvez dire que vous savez éduquer, mais il faut surtout remercier Dieu de vous avoir donné des enfants obéissants. Et sur ce plan, je rends vraiment grâce à Dieu pour les 3 enfants qu'il m'a donnés. Du haut de votre expérience, quelles sont les valeurs les plus importantes dans la vie? Oui, il y en a beaucoup, mais je peux dire, d'abord, c'est un peu le travail. Le travail, parce que c'est non seulement ça ennoblit l'homme, mais c'est aussi par là que notre société va sortir la tête hors de l'eau. Donc c'est d'abord ça, le travail. Puis ensuite, évidemment, bon, autant que faire se peut, le sentiment d'aide et d'entraide. Donc la solidarité, il faut savoir la cultiver, aussi bien au sein de la cellule familiale, dans la grande famille, mais même au niveau plus grand. Donc, si vous avez un conseil, enfin, quelques conseils à donner à la jeunesse aujourd'hui, ça va être quoi? Bon, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que là, je constate que la jeunesse aujourd'hui est impatiente. Bon, je sais qu'elle a des problèmes, plus de problèmes que nous. Nous avons, moi quand j'ai commencé à travailler comme enseignant, je touchais 56 000 francs en 1970. Mais ça me suffisait largement. Bon, bien sûr, j'avais la chance d'avoir déjà des grands frères qui travaillaient. J'avais un grand frère industriel, donc qui s'occupait largement de mes parents. Moi aussi, je faisais quelque chose, mais c'était vraiment à titre vraiment surnuméraire. Mais mes 56 000, là, je pouvais économiser suffisamment là-dessus pour m'offrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, quel que soit ce qu'on donne, même les professeurs d'université, qui sont les mieux payés, ils ne s'en sortent pas. Alors que nous étions ce qu'on avait par rapport à ce qu'on leur donne aujourd'hui, mais ils ne s'en sortent pas. Simplement parce que aujourd'hui, les gens sont malheureux parce qu'ils s'embarquent trop dans ce qu'on peut appeler les dépenses de confort. À notre époque, il n'y avait pas de téléphone. Même les téléphones fixes, là, il n'y en avait pas. À plus forte raison, les téléphones portables. Si vous faites une enquête anthropologique, vous allez voir comment le téléphone portable là, rend les gens malheureux. Il y en a qui sont malheureux, non pas parce qu'ils n'ont pas à manger, ou ils ne peuvent pas se soigner, ou ils ne peuvent pas s'habiller, hein, mais simplement parce que la 4G ou la 5G qui vient d'arriver là, ils ne peuvent pas l'avoir. Et c'est ça le problème, qui rend les gens malheureux et qui fait que l'argent là
ne peut pas suffire. Bon, moi, je me contente du strict minimum. En matière de téléphone, par exemple, mes petits-enfants, quand ils voient mon appareil, là, je ne l'ai pas à côté, ils disent que papa a un téléphone Coroloro. Parce que, vous voyez à peu près, parce que c'est vraiment le téléphone basique, là. Bon, moi, je ne vais pas chercher loin. Mais bien que je ne sois pas quand même le dernier venu en matière de revenus, je sais que si chaque fois qu'une nouveauté sort, je devais acheter, j'allais finir par sentir passer. Et nous avons, elle, jusqu'à ce qu'on se marie, je la remorquais avec... C'est même pas les P50 là, qui sont confortables. C'était nous, les jeunes, là, sans ressort, sans amortisseur. Hein? On marchait comme ça. Et je n'étais pas seul. Tous nos promotionnaires. Mais aujourd'hui, bon, rapidement, les gens veulent avoir une voiture. En oubliant que quand vous avez une voiture, ce n'est pas l'achat qui coûte cher. L'entretien, les dépenses d'essence, l'assurance, etc., etc. Et j'en passe. Donc, les gens sont souvent un peu pressés. Et puis, évidemment, je sais que nous vivons dans un monde, c'est devenu un petit village. Donc, il y a une espèce d'osmose, limitation. Bon, l'argent ne peut plus suffire. Et résultat, voilà, la corruption là, dont on parle là. Après le terrorisme là, peut-être même quand on va vaincre le terrorisme, je vous dis la vérité, on va vaincre le terrorisme. Un jour, peut-être même bientôt on va vaincre le terrorisme. Mais la corruption, la petite corruption là, les trafics d'influence là, ça, c'est une lutte structurelle de très longue haleine. Et je ne veux pas être pessimiste, je sais qu'elle ne sera pas très facile à gagner. Au nom de mon épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants et de tous ceux qui nous entourent, nous avons une pensée pieuse pour ceux-là, les FDS, les VDP, qui sacrifient leur vie, qui donnent leur sang pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale et pour que nous puissions être à Ouagadougou ici et réaliser des émissions comme celles que nous sommes en train d'enregistrer. Vraiment, nous pensons beaucoup à eux et nous prions Dieu que leur sacrifice ne soit pas vain, parce que nous allons vaincre le terrorisme. Voilà, on s'arrête là pour cette émission. Je vous rappelle qu'on était avec Edouard Ouedraogo, fondateur de l'Observateur, devenu Observateur Palga. J'espère que sa vie bien remplie vous a inspiré. Bonsoir et à la prochaine.